tous, donc pour cette nouvelle émission sur Twitch. Aujourd'hui au programme, les nouvelles technologies au service de la santé, avec un invité, ma foi, de marque, Hugo Pasquier de l'association Open Minds, donc le président de l'association à Paris. Et nous allons échanger donc sur l'impact de nouvelles technologies sur la santé mentale. Hugo, pourrais-tu nous présenter ton association rapidement? Oui, je peux. Donc, bonjour Émilie. Bonjour. Donc, Open Mind, c'est l'association qui essaye de parler de tout ce qui est tabou sur la santé mentale auprès des étudiants. Et à côté, on essaye de veiller à leur bien-être physique, mais également mental, car il faut prendre les deux en considération. Bah, merci beaucoup. Et donc pour commencer cet échange, Mm. ma foi plus qu'une interview, je voulais surtout savoir ce que tu pensais des nouvelles technologies en général et de leur impact sur la santé mentale. En général, c'est un problème qu'on fait un peu en tout noir ou tout blanc, soit c'est le grand méchant qui nous détruit la santé mentale, soit c'est Mm. ça nous aide beaucoup. Oui. T'en penses quoi, toi? Alors, c'est vrai qu'il y a vraiment cette dichotomie, tout noir ou tout blanc, comme tu l'as dit. Il y a des effets positifs, mais en même temps, il y a des points négatifs qui apparaissent forcément par la suite. Et j'ai envie de dire, il faut apporter un peu de nuance. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le grand débat qu'on avait, c'était que c'était négatif, que ça détruisait notre image. Je pense qu'on va parler de tout ce qui est TikTok, Instagram, où on nous disait les réseaux sociaux, ce n'est pas le reflet de la réalité, c'est une image parfaite qui a été trafiquée. Ne vous comparez pas parce que bah, sinon vous allez forcément vous dire je suis pas à la hauteur, je suis pas comme je devrais être ou autre. Et là, niveau santé mentale, c'est vrai que vous êtes impacté. Toutefois, aujourd'hui, je pense que tu as pu le remarquer sur TikTok, on a beaucoup de TikTokers qui essayent de parler un peu de la santé mentale ou qui postent du contenu, mais plus naturel, plus authentique, et qui abordent des sujets comme les troubles du comportement alimentaire ou des TDAH ou autres. Et ça nous permet déjà d'informer tout le monde, de savoir un petit peu bah, quels sont les troubles psychologiques ou même des maladies qu'on ne connaît pas, et que d'un point de vue extérieur, on se dit, ah, c'est étrange, tu as un jugement. Mais une fois qu'on a les informations, on dit, ah, bah, je comprends mieux. Et ok, pas de souci, tu vois. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de TikTokers, ou même Instagram peut-être un peu moins, qui sont en train de révolutionner cette tendance, ce changement. Et je trouve que c'est quelque chose de positif. Et concernant, on va dire, un peu cette libération de parole sur les troubles mentaux, il y en a qui profitent aussi pour dire que c'est des gens qui inventent et que, au contraire, certes, ça permet une libération pour certaines personnes, mais ça peut aussi faire une sorte de courant d'auto-diagnostication. Pardon. Qu'est-ce que tu penses justement de ces gens-là qui, on va dire, pensent que c'est libération, mais au contraire, pas forcément bienvenue? Alors, pour moi, la libération de la parole, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a des problèmes, on va toujours chercher, dans un premier temps, à s'isoler. Et ça, c'est une grossière erreur parce qu'on ne va jamais s'améliorer ou changer si on reste tout seul dans ses problèmes. Le but, c'est d'aller voir les autres parce que forcément, sur 7 milliards d'êtres humains sur Terre, il y a toujours quelqu'un qui a vécu la même chose que vous, qui peut vous aider, apporter un témoignage. En fait, cette libération de la parole, ça permet de créer des groupes de communautés qui veulent s'entraider et aller de l'avant. Ensuite, comme tu l'as dit, il y a des personnes il y a une tendance sur l'autisme, par exemple sur TikTok, hein, j'y pense, ou des personnes s'auto-diagnostiquer aussi être autistes juste parce qu'ils avaient peut-être une caractéristique parmi tant d'autres. Et là, c'est vrai que c'est dommage, car en fait, c'est un combat difficile d'être une personne parfois autiste au quotidien, et des personnes qui s'approprient leur combat juste pour une tendance, pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, c'est dommage, et je trouve que ça nuit à la lutte contre ou la sensibilisation à l'autisme dans la vie au général. Et justement, cette, on va dire, tendance, alors quand même minoritaire, mais qui peut être présente chez certains influenceurs ou certaines personnes, est-ce que ce serait pas finalement un reflet aussi du fait qu'on a toute une sorte de masque sur les réseaux, qu'on se comporte d'une certaine manière dont on ne se comporterait pas dans la vraie vie et qu'on s'invente même parfois des comportements? Est-ce que ce serait pas justement même un reflet d'un autre trouble mental? Hmm, ça peut, honnêtement, ça peut. C'est vrai qu'on porte tous un masque. Disons-le, on porte des masques. On a des masques quand on est avec des amis, avec de la famille ou juste en étant soi-même. Et je pense que sur les réseaux sociaux, il y a une énorme pression. On n'y pense pas forcément, mais les créateurs de contenu derrière, ils essayent toujours de faire le buzz parce qu'ils veulent avoir des likes. Et ça devient addictif en fait. On regarde constamment le nombre de likes. Enfin, je peux en parler personnellement, hein, ça m'arrive sur Instagram, sur ma vie en général, de regarder constamment me connecter pour regarder qui a liké mes stories, est-ce que j'ai fait plus de vues que la dernière fois. Et enfin,
quelque chose qui m'intéresse de base, mais je sais pas, c'est tellement addictif, on se dit, waouh, ouais, j'ai touché, je sais pas, 100 personnes aujourd'hui, c'est incroyable. Et derrière, il y a cette idée de vouloir faire le buzz. Et on sait tous que les buzz, parfois, c'est en faisant des bad buzz qu'on attire le plus, parce qu'en faisant du drama, on attire de l'audience. Mais c'est vrai que ça peut être une sorte de masse, parce qu'en fait, ce n'est pas la réalité. Et tout ça, c'est juste pour le show, c'est le show business, hein. Je dirais à ces personnes, si vous avez ces tendances, n'hésitez pas à aller à Las Vegas. Je pense que vous auriez votre place avec grand succès. Donc pour moi, est-ce que c'est un trouble psychologique après? J'ai pas encore la réponse, mais je pense que c'est juste pour eux un moyen d'échapper à leur réalité en soi. Mais bah, c'est pas forcément une mauvaise chose aussi de se servir des réseaux comme échappatoire. Oui. Finalement, on a chacun nos moyens de gérer notre vie de tous les jours. Mm. Et d'ailleurs, personnellement, je trouve que le cliché un peu de l'ado ou même du jeune adulte qui est constamment sur les réseaux à regarder ses likes, ça peut avoir un fondement, mais ça ne prend pas 6 heures par jour non Non. plus. Oui. Et si on doit faire du travail, on le fait en Oui. général. Généralement. Voilà, quand on est en stage ou étudiant, on sait bien se mettre des limites. Mais dans le cas, par exemple, même de certains posts LinkedIn, Mhm. c'est pas. Enfin, beaucoup de gens cherchent les likes sur LinkedIn en se disant c'est pas un réseau social hyper, on va dire, superficiel. C'est pas Instagram, donc sur LinkedIn ça passe, Oui, normalement. normalement. Et globalement, tu penses quoi du fait de l'impact sur nos relations sociales? Parce que le fait d'avoir un masque sur les réseaux, ça change aussi les relations qu'on a avec des personnes. Il y a certaines personnes avec qui on a des relations uniquement écrites sans même connaître le visage. Est-ce que tu penses que ça peut remplacer nos relations sociales par exemple, comme nous on se parle peu à nous en ce moment Oui. ou, Concrètement, j'ai fait quelques études de psychologie et de ressources humaines à côté, et j'ai étudié la psychologie du développement de l'être humain, donc de l'état de embryon à adulte. Et en fait, il y a une étude sur la psychologie du développement qui disait que les adolescents passaient beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone, à échanger. Et en fait, c'était pas si une mauvaise chose, puisqu'en fait, on crée un nouveau langage, on aide certaines personnes qui seraient peut-être un peu plus timides, tu sais, à travers les écrans, il y a une sorte de... On peut franchir des barrières de la timidité, il y a une sorte peut-être aussi d'anonymat, donc les gens se sentent moins jugés, ils vont plus dans l'avant, mais ça modifie ça modifie concrètement notre relation sociale. En fait, c'est pas la même chose de discuter en face à face comme on l'a fait aujourd'hui avec des personnes en ligne. Les dernières études en psychologie ont démontré que les enfants qui étaient addicts aux écrans avaient du mal à s'intégrer dans les groupes scolaires, dans les associations, dans les clubs sportifs, parce qu'ils n'ont plus cette interaction sociale humaine au quotidien. Ils ont seulement une interaction virtuelle. Et il y a quand même une différence entre les deux. et globalement, est-ce que tu penses qu'il y a quand même l'un qui serait mieux que l'autre? Parce que par exemple, pour les personnes timides, il faudrait pas privilégier se forcer un peu à aborder les gens en vrai, quitte à s'entraîner un peu en ligne avant, mais tout de même privilégier les relations réelles face à face? Ou est-ce que tu penses tout de même que les deux, même si différentes, sont interchangeables? On peut les interchanger, oui. Je suis complètement d'accord à ce niveau-là. Une personne qui serait timide, je conseillerais, oui, de commencer sur les réseaux sociaux ou en ligne en tout cas, puisque ça va lui permettre de le mettre en confiance. Et s'il y a un malaise, ok, je pose mon téléphone, c'est pas grave, je mets à part. Comme ça, j'évite d'être anxieux, d'analyser trop les messages, de me dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'aurais dû faire mieux, est-ce que j'aurais dû mettre un point d'exclamation au lieu d'un point. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent, mais c'est vraiment la base de la communication. Donc ça reste un très bon exercice dans un premier temps. Mais là où je rejoins ton propos, c'est qu'il est aussi important de sortir et de voir du monde. En fait, sortir, être extraverti, ça s'apprend. Clairement, c'est une aptitude sociale et on peut petit à petit, à force de sortir, devenir un peu plus extraverti. Et c'est là qu'on va commencer à développer nos compétences sociales. Ça peut être juste la communication, l'amitié ou même juste draguer et tomber amoureux, tu vois. Et tout ça, c'est important au quotidien. Et donc, si j'avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, c'est oui, vous pouvez vous entraîner sur vos téléphones, mais n'hésitez pas à proposer des sorties, que ce soit des sorties au cinéma, pas forcément besoin de se parler, mais juste être ensemble dans un endroit, passer du temps avec un autre être humain, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais c'est qu'on parle aussi de corps humain. Il y a des hormones, il y a des bactéries, il y a quelque chose dans l'air qui s'échange lorsqu'on est en contact avec d'autres êtres humains, et ce qu'on n'a pas quand on a des relations virtuelles.
Voilà, c'était à peu près ce que je pensais. Et enfin, personnellement, moi je sais que par exemple, j'ai plus de facilité à parler aux gens en vrai que Mhm. parler aux gens sur Internet. Parce que moi, sur Internet, j'ai un peu plus d'anxiété dans le sens où je peux revoir mes messages d'avant Mhm. et avoir de l'anxiété sur les messages d'avant, justement de ce que tu Oui. parlais. Est-ce que j'aurais pas dû mettre un point d'exclamation ou Mhm. un point d'interrogation, un smiley ici ou là. Et je trouve que c'est plus facile en vrai, justement, parce qu'on n'a pas on n'a pas forcément cette idée de est-ce que j'ai bien dit cette chose-là, parce qu'on s'en souvient pas forcément pas. Oui. Très bien. Mhm. Alors que contrairement à l'électronique, où vraiment c'est écrit dans le marbre, La traçabilité, ouais, la ouais. traçabilité, c'est pas forcément le truc le moins anxiogène. Euh, mais globalement, par exemple, pour travailler aussi, on utilise de plus en plus, certains utilisent Discord, certains utilisent Teams. Mhm. Est-ce que tu penses quand même que, par exemple, le télétravail pourrait remplacer vraiment le travail? Est-ce que tu penses que ça pourrait pas justement faire un peu d'anxiété de devoir tout faire par chat ou par Teams? Alors concrètement, le télétravail s'est beaucoup développé avec la crise du coronavirus. Honnêtement, on a fait des avancées d'équivalent de 10 ans dans les avancées du télétravail en seulement quelques années, une à deux. Et c'est intéressant parce que le télétravail, ça a plusieurs possibilités. Déjà, dans un premier temps, on est plus productif en étant chez soi, puisqu'on n'a pas le stress des transports, on a moins de fatigue parce que nos horaires sont beaucoup plus légers. Certaines personnes en télétravail se lèvent peut-être 10 minutes avant de travailler. Comme ça, elles ont le temps de récupérer leur sommeil. Mais il y a quelque chose qu'on va y revenir, c'est les interactions humaines. En fait, en France, le télétravail, vous avez le droit à 2 jours de télétravail par semaine, selon la loi. Et dans certaines entreprises, ils ont décidé de le diminuer à une, un jour par semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont peur que les salariés soient coupés et qu'en final, ils ont une sorte d'isolement à rester chez eux en télétravail, qu'il n'y ait pas de sentiment d'appartenance à l'entreprise et qu'en fait, ce soit juste un travail répétitif à la maison sans vraiment les interactions. Alors que le but du milieu professionnel, c'est en communauté, d'échanger, d'apprendre, de rire aussi avec ses collègues. Moi, je sais que dans mon bureau, on est peut-être 4 personnes, mais on cesse de se parler et de rigoler. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'on est concentré dans nos tâches, mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc le télétravail, full télétravail, ce ne sera jamais possible et je pense que ça aurait trop d'effets néfastes. On l'a bien vu pendant la crise du coronavirus. On a eu beaucoup plus selon les chiffres de l'Observatoire de la santé mentale en 2021, le taux d'isolement et de suicide était beaucoup plus important durant la crise du coronavirus et le confinement. Oui, et puis avec le télétravail, le problème, c'est aussi parfois que ça peut empiéter sur la vie personnelle. C'est plus facile de se déconnecter quand on va au bureau, on sort du bureau, on n'y pense plus. Quand on est au télétravail, parfois, les notifications sur le PC, les notifications sur le téléphone, ça Toujours ça commence à bip, stresser. bip. C'est ça. Mm, Rien qu'en gérant une association, ça arrête rarement. mhm, mhm. Alors, quand on est au travail, j'imagine pas. Euh, et globalement, est-ce que tu penses que c'est quand même important de mettre une séparation nette déjà entre le télétravail et sa vie personnelle, mais même entre les réseaux et sa vie personnelle? Certains, en parlant des inconnus sur les réseaux, on les considère vraiment comme des amis proches, Mhm. faisant partie intégrante de leur vie. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée de santé mentale? Est-ce que tu penses qu'il faut justement instaurer des barrières claires entre le téléphone et nos amis en chair et en... Je dirais pas qu'il faut mettre une barrière importante, mais les relations qu'on peut avoir en virtuel, il y a quelque chose de fondamental qu'on ne voit pas à travers les messages, ce sont les émotions. Et il y a beaucoup de personnes qui sont parfois si seules que lorsqu'elles échangent avec quelqu'un, elles vont avoir un attachement direct émotionnel. Et si la personne ne leur répond pas, elles vont se mettre dans des schémas de pensée, mais crise de panique, anxiété, euh, et vraiment, ça peut être des émotions très négatives et elles vont le subir. Ça, c'est un des problèmes de la relation virtuelle où on n'a pas vraiment de contrôle. Donc moi, je préconiserais aux personnes d'avoir un peu moins d'attachement sur les relations virtuelles, mais ça ne veut pas dire on ne peut pas discuter de tout, on ne peut pas être amis, mais c'est juste mettre la barrière dans le sens que oui, j'accepte que la personne ne me réponde pas tout de suite. Aujourd'hui, on l'a bien vu, on est tellement connecté, on a l'habitude de se répondre directement avec les SMS. Et parfois, il y a des personnes qui ne maîtrisent pas le fait de ne pas avoir de réponse sous 1 ou 2 jours. Alors que ça peut être tout à fait normal de ne pas avoir le temps de répondre parce qu'on n'a pas que cette personne, par exemple, à répondre. Peut-être une dizaine de conversations, comme tu l'as dit en tant que président.
C'est vrai qu'on est tout le temps connecté, on reçoit constamment des demandes, que ce soit les partenaires, le travail, tout simplement des amis. C'est vrai que parfois, traiter les informations, ça prend plusieurs jours pour le faire. Sinon, niveau santé mentale, on serait au bord du gouffre, je pense. Je pense qu'on serait con si on commençait à répondre à tout le monde en 10 minutes. Ah oui, Ce serait. un travail à temps plein. Oui, c'est ça. Un Voilà. travail à temps plein. On n'aurait même pas eu le temps de réviser nos partiels. Bien que ça prend pas énormément de temps. Et ça m'a justement fait penser le fait de s'attacher à quelqu'un finalement qu'on connaît pas forcément. Sur les réseaux, on voit aussi un phénomène, alors c'est pas récent, mais depuis un moment déjà, où beaucoup de gens s'attachent à des personnes qui ont beaucoup de followers ou qui justement dégagent une certaine image, que ce soit sur Twitter, parfois sur Insta. Euh, Qu'est-ce que tu en penses justement de ces personnes qui parfois idéalisent quelqu'un, une autre personne, qui espèrent que cette personne va leur répondre alors que bon, si elle répondait aux 10 000 demandes dans les DM, ce serait même pas en travaillant tout plein à ce stade, mais Oui, ce serait limite une agence à monter, oui, c'est avec ça. des personnes qui répondront pour toi. Alors, c'est très intéressant parce que c'est un syndrome en psychologie qui est le syndrome de la personnalité puissante. En fait, on va vraiment idéaliser la personne parce qu'on se dit, elle a de l'influence, elle a du pouvoir. Et en fait, notre inconscient souhaite qu'on soit choisi par cette personne. En mode, parmi 10 000 personnes, elle m'a choisi, moi. Elle m'a répondu. Et c'est en fait, c'est un moyen pour la personne de se sentir valorisée. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui s'attachent très vite à des personnes, des personnalités publiques ou même des personnalités politiques. Il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par la puissance, tout simplement parce que bah, c'est peut-être un inconscient. Là, on rentre dans la psychologie humaine, c'est un peu plus compliqué, c'est au cas par cas, mais c'est peut-être des personnes qui cherchent de l'attention, qui ont besoin d'une forme de puissance au quotidien, ou je vais peut-être dire le mot domination, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est un syndrome qui existe et ça me fait beaucoup rire. En tout cas, moi, les personnes oula, idéalisent et idolâtrent une personnalité publique sans forcément raison particulière, hein, tout simplement peut-être parce qu'elle est belle ou qu'elle a beaucoup de réseaux, je me dis, ok, pourquoi pas. Moi, je pense déjà, au-delà des dangers de manipulation Hmm. évidente, Oui, les abus de... les abus de pouvoir, etc. Voilà, Oui, avec les récents scandales sur les influenceurs, je pense que oui, c'est vrai. c'est pas forcément la peine de s'étaler dessus, mais on est un peu Non, tous au courant. voilà, je pense Mais que tout le monde a quelqu'un en tête. exactement. Voilà. Mais un des phénomènes aussi assez, pas forcément inquiétant, mais notable, c'est par exemple les gens qui se soucient vraiment de la santé de la personne. Par exemple, vont même jusqu'à, je sais pas, des cartes de santé. Par exemple, un youtubeur qui fait beaucoup de vidéos, qui est un peu fatigué, on voit des centaines de messages, pas forcément que de soutien, en mode repose-toi, etc. Mais vraiment qui vont limite dans le personnel. Genre, des messages de soutien qui vont quand même assez loin pour quelqu'un qu'on ne connaît Oui, pas. très intrusif. C'est ça. Alors là, ça fait un peu partie de la... Je sais pas comment le dire. J'essaie d'être respectueux aussi parce qu'il y a des termes à employer. C'est un peu une forme de une psychopathie. Les gens sont parfois un peu psychopathes parce que ça peut monter très vite. Je me rappelle un cas d'une personne au Japon qui avait décidé de rompre avec sa copine. Sa copine l'a appelé au moins une centaine de fois dans la journée. Elle l'a sonné à son appartement 57 fois, elle l'a suivi partout, juste pour discuter, avoir une réponse. Et en fait, le cas d'harcèlement, ça devient littéralement du harcèlement, il faut le dire. Et c'est aussi une forme très difficile à gérer, que ce soit pour la personne qui en souffre, parce que bon, bah, elle ne se rend pas compte sur le coup de ses actions. Pour elle, ah j'appelle, il n'a pas décroché, je vais rappeler. Mais elle, dans sa tête, elle n'a pas tout l'historique qu'elle a fait avant. Dans la même journée, elle a peut-être fait quoi? Sans appel? Oh bah, je vais faire un petit nouveau, tu vois, ça va tuer personne. Mon Dieu, c'est compliqué. Et en fait, c'est aussi pour la personne qui en souffre à côté, parce qu'elle, elle va être constamment harcelée. Elle va peut-être aussi avoir un peu peur pour sa sécurité. Ça peut arriver des personnes qui peuvent dérailler complètement parce que les émotions, c'est quelque chose de compliqué à gérer déjà pour nous. Si en plus on doit gérer les émotions de d'autres personnes, c'est vrai que c'est compliqué. C'est les cas d'érotomanie, je crois que c'est ça le terme. C'est quand on est persuadé que quelqu'un est amoureux de nous, Oui. ou quelqu'un s'intéresse à nous, puis au Oui. final on envoie des centaines de messages. Et alors, moi c'est un peu un cas de niche, c'est Ouais. un acteur de Supernatural, par exemple, Mhm. Jack Collins, récemment il y a une débat autour de lui,
Justement, parce qu'il y a une fan qui n'arrête pas de tweeter que c'est son âme sœur, Ah c'est ouais. sa deuxième flamme, etc., qui est persuadée que c'est réciproque. Mhm. Et je trouve que c'est aussi un phénomène qui est amplifié avec les réseaux, on va dire, qui était évidemment déjà présent il y a des centaines d'années, Mhm. des personnes réelles. Mais je trouve qu'avec les réseaux, peut-être que des personnes s'affichent. Il n'y a pas forcément plus de cas d'érotomanie, mais ils sont, on va dire, projetés vers des personnes qui sont beaucoup plus publiques. Et c'est aussi beaucoup plus dangereux, Oui. puisque c'est aussi beaucoup plus exposé. C'est pas forcément plus ou moins difficile pour la personne qui est visée que ça l'était il y a 100 ans. Mais en tout cas, le problème, c'est que c'est presque publicitaire, finalement. Mhm. Oui, au final. Oui, Et tu vois, je me dis aussi un truc, c'est qu'à l'époque, il y avait des choses qui ont été permises, hein. Dis-toi, je pense à l'époque, la drague, c'était ah, je te suis jusqu'à ton restaurant et j'attends que tu finisses ton travail et je te dis, bah viens, on va sortir. Aujourd'hui, une personne suivrait quelqu'un et l'attendrait à son travail. Il y a de fortes chances que je sois là. Allô, la police, moi excusez-moi. aussi, oui. Voilà, tu vois, ça fait peur alors qu'à l'époque, c'était permis. Mm. Donc je me dis, aujourd'hui, je pense que ça prend des proportions aussi très importantes avec les réseaux sociaux, que ce soit mais la visibilité, la notoriété, et en même temps, ça touche 2 fois plus de monde. À l'époque, il n'y avait pas autant de visibilité, parce que les réseaux sociaux n'existaient pas. Mais là, avec, on touche 2, 3 fois, 4 fois plus de personnes. Donc le taux de risque des personnes Oui. qui font ces cas-là sont aussi plus grands. Oui, puis aussi les réactions des internautes en général, au lieu d'ignorer, juste à la rigueur signaler et partir, Mhm. parfois l'anonymat sur les réseaux, il suffit que je mette, enfin pas forcément, mais la sensation d'anonymat qu'on a des réseaux nous permet parfois de dire quand même des choses qui dépassent notre pensée et à des Ouais, personnes de se sentir, on va dire, intouchables. ouais, l'anonymat, c'est une forme de puissance sur les réseaux. On pense que personne ne peut nous atteindre. Bon, après, au-delà des formes de harcèlement, je sais que la police peut retrouver les adresses IP, les informations, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est un fléau. On essaye de faire de la sensibilisation auprès des jeunes étudiants, au lycée, au collège, parce que c'est là qu'on voit le plus de cyberharcèlement. En fait, ils sont en train de découvrir, et ils sont en train de se découvrir, et il y a beaucoup de jugement à cette période de l'enfance. Et je sais pas si tu sais, mais la plupart des traumatismes que l'on a en étant adulte sont en fait issus de l'enfance, à l'adolescence. Tout ce que vous avez vécu à l'adolescence peut se transmettre jusqu'à ce que vous soyez adulte. Et c'est pour ça que en Norvège, ou du moins les pays nordiques, ils font des cours à l'école scolaire, enfin, tu sais, classique, avant le collège. La première. La primaire. Voilà, merci. En classe primaire et au collège, ils donnent des cours d'empathie Mm. pour en fait apprendre aux enfants à gérer leurs émotions, à les transmettre, mais aussi à comprendre celles de leurs camarades. Parce qu'en fait, les enfants, ils n'ont pas de filtre. Ça parle beaucoup, ça fait beaucoup de jugements, ça dit les choses, mais ça blesse. Et en fait, les enfants, il faut aussi leur apprendre qu'ils ont des mots et des paroles qui peuvent blesser. Et des cours d'empathie, je pense que ça changerait beaucoup de choses en tout cas dans notre quotidien. Puis c'est d'autant plus important aujourd'hui parce que il y a 10-15 ans, on rentrait chez soi, on était tranquille. Enfin, je sais Mhm. que moi j'étais au collège, j'avais un téléphone, ça ne regardait pas trop, un téléphone à clapet. Personne n'avait de téléphone à l'époque, il C'est n'y avait ça, pas de réseaux sociaux. les téléphones les plus aboutis, ça n'allait même pas sur internet, quoi. Non, clairement pas. Et aujourd'hui, quand on voit des collégiens de 6e ou 5e dans parfois le dernier cri, bon, pas le dernier cri, mais quand même assez. Oui. On va dire maintenant, même les anciens téléphones sont assez performants, Mm. mais oui, maintenant, enfin, il n'y a pas du tout de déconnexion après le collège. Enfin, moi, au moment où j'ai eu vraiment mes premiers gros téléphones, c'était fin collège, début lycée. Mhm. Alors, maintenant, à ce moment-là, il n'y a déjà plus trop de harcèlement, les gens ont grandi. Je Mm. dis bien normalement, Oui. mais c'est sûr que maintenant, en 6e, 5e, Mais oui. ça doit vraiment faire. Je me rappelle, j'avais un téléphone fin de la primaire et j'étais le seul à avoir un téléphone. Ça ne me servait à rien. Qui Je contactais qui? La personne. C'est ça, moi j'avais un téléphone à clapet pour appeler mes parents, mais Voilà, ça, tu vois, c'est enfin, ça. c'était pas du tout Puis à Facebook. l'époque, ah, j'ai l'impression d'être vieux, c'est horrible. À l'époque, On est bien ensemble. on s'appelait sur le fixe, tu sais, genre, allô, est-ce que machin truc est libre pour sortir? Enfin, tu vois, genre, Oui. c'était comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait une déconnexion. Mais tu sais, en parlant de déconnexion, ça fait pas si longtemps en France qu'on a le droit à la déconnexion, depuis 2017 seulement. Et en fait, c'est apparu dans le sens où c'est vrai qu'on est tellement connecté. Bah, on parlait des téléphones, ça bip constamment parce qu'il n'y a pas de séparation entre le travail personnel et professionnel.
Et c'est vrai que nos vies sont parfois compliquées à cause de ça. Mm. Beaucoup de personnes travaillent tard le soir encore à la maison. Oui. Mm. Bah, moi, je peux encore entendre qu'on travaille le soir, par exemple, quand on a un gros dossier à finir, allez, une fois tous les 3 mois, Ouais. pourquoi pas. Mais parfois, c'est constant, et même parfois, quand on met son téléphone en mute, c'est l'écran qui s'allume. Oui, tu vois C'est- juste un petit flash, on va dire, hop, une Du coup, on est notification, curieux, est-ce que c'est un ami qui m'a envoyé un message? c'est urgent, Et tu puis vois. parfois, on clique, Mm. et au final, on a marqué lu, puis on se sent mal de laisser un lu. Donc, on répond, et c'est un petit peu un cercle vicieux de ah oui, mais machin, on va voir que j'étais connecté il y a 10 minutes et que j'ai pas vu son message. Alors ça, le pistage, il y a quelque chose qui a changé et je sais pas si c'est un bien. En soi, je dois dire que ça fait plaisir. Instagram. Mm. Avant, on pouvait voir ce que les autres personnes dans nos abonnements likaient, commentaient, regardaient. Et c'est vrai que c'est vraiment de l'espionnage Oui. pur et dur. Ah, clairement, oui. Là, je vais le reconnaître, je stalkais et je me disais, ah tiens, je vois que Bidule Truc a liké ça, bah dis donc, voilà, j'en pense pas moins, et je dis à mes amis, regardez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ça ne le fait pas, et honnêtement, c'est pas plus mal. Ouais. Comme ça, je peux liker ce que je veux sur Instagram. Voilà. Bah, alors sur Instagram, alors j'étais pas au courant, parce que j'utilise pas trop Instagram, Mhm. mais tu m'apprends quelque chose. Par contre, j'utilise beaucoup Twitter. Ah, Et alors là, la chasse de quelle célébrité a liké le tweet de qui? oui. Et au moindre faux pas d'une célébrité qui like un tweet un peu limite, Mm. que ce soit par accident ou pas d'ailleurs, c'est vraiment, enfin parfois c'est une chasse au like. C'est même pas une chasse de je veux recevoir des likes, c'est une chasse de qui a liké quoi. Et comment faire un drama Twitter, je trouve que c'est une plateforme, il n'y a pas de contrôle, hein. Vraiment, Ah tout non, le il y a rien. monde met tout et n'importe quoi. Mm. Il n'y a pas de limite, et je sais pas si c'est pas plus mal pour la liberté d'expression, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais je sais qu'il y a des choses parfois qu'on n'a pas envie de voir sur les réseaux sociaux parce que c'est espace Non. public. Il y en a qui diront, mais tu ne cliques pas si tu n'as pas envie de voir. Et Mais parfois ça saute aux yeux quoi. voilà, c'est ça. Parfois, Parfois tu on, contrôles pas, c'est comme ça, tu fais ça. Tu ne demandes pas et hop, super. comme je suis une utilisatrice assez régulière de Twitter, Mhm. maintenant j'ai pu bloquer certains comptes. Oui. Globalement, quand je reste dans ma TL, je sais pas non plus de comment je pense, Mhm. mais je sais que par exemple, j'avais vu que quand il y avait eu le suicide à la Défense, les vidéos Oui. du corps elles tournaient partout quoi. Tout le Et monde bizarrement, c'était filmait. sur Twitter. Oui. Après, la réglementation des réseaux, Twitter n'a pas le seul d'avoir certains problèmes, Ouais. mais TikTok aussi, Instagram parfois, Mhm. Facebook. Mais au Mais final, au final, tous quoi. c'est un peu tout. Ouais, C'est des finalement, algorithmes qui c'est. vérifient, donc au Oui, final, c'est facile un peu. et tant que ce soit un humain qui vérifie, c'est bien. Voilà, et puis on est malheureusement pas le temps de tout Oui, vérifier. voilà, c'est déjà trop tard Mais en oui, général. Mais puis c'est des vrais armadas de modérateurs qui, en général, c'est mal leur boulot. ça. Mais tu vois, on parle des réseaux sociaux, Mm. de la santé mentale, mais ça vient de me faire penser aux intelligences artificielles. Mm. Là, j'ai envie de, je sais pas, moi j'ai un petit warning qui me fait, oula, attention, quand je vois des intelligences artificielles qui sont capables de recréer des images, de copier ta voix, te faire dire tout et n'importe quoi, on a vu hein, des cas de personnes qui auraient été, qui auraient, sur les réseaux, qui disaient de la vente pour certains produits, des influenceurs, alors qu'en fait ils n'ont rien fait. Et c'est des personnes qui ont utilisé les intelligences artificielles pour parler à leur place, pour leur faire du contenu sur les réseaux à leur place. Et là, ça remet beaucoup de choses en question. La sécurité, notre image, puis est-ce que les intelligences artificielles vont aussi prendre notre travail en tant qu'être humain aussi? Oui, Là, tu vois, moi, je suis j'arrive pas à dire, je suis convaincu que c'est l'être humain qui peut faire quelque chose, donc pour moi, les robots, j'ai un peu du mal. Mais je sais qu'il y a aussi des choses très positives dans les intelligences artificielles, arriver aussi de les utiliser, et ça nous sauve le quotidien, de temps en temps. oui, Disons-le, c'est une super aide, une nouvelle technologie et un gain de temps. c'est sûr. Bah, c'est sûr que quand on veut faire une recherche, par exemple, un peu compliquée, Hein. il y a certaines IA qui peuvent facilement nous aider. Mais je pense que, enfin, pour en revenir à la santé mentale, quand même, il y a quand même un lien assez étroit avec l'IA. Justement, tu parlais des voix imitées, Mhm. mais il y a aussi les visages imités. Oui, Et par exemple, certaines personnes ne veulent pas se retrouver dans certaines vidéos, notamment des personnes connues. Et ça peut quand même leur faire un gros coup, le fait de voir leur visage sur quelque chose auquel ils n'ont pas du tout participé. hein, Alors, pour être assez graphique, notamment les vidéos X par exemple, il y a beaucoup de femmes, de streameuses. Il y a eu un scandale récemment, je ne sais plus avec oui, qui, j'ai plus le mais nom c'était aussi. c'était une streameuse justement qui avait eu son visage qui avait été utilisé.
Et il y a certains amis streamers qui avaient fait des vidéos d'excuses en live en disant oui, j'ai regardé la vidéo. Et je pense que niveau santé mentale, niveau relation, c'est aussi bon d'être terrible. Ouais, je me rappelle, je pense que je suis pas sûr, j'ai plus son nom. Je vois qu'elle est passée dans Touche pas à mon poste, pour s'expliquer, peut-être pas. Et elle était en pleurs. Littéralement, elle était en pleurs parce que bah, ça a eu des effets mais néfastes sur sa vie. Ça lui a ruiné des relations amicales ou autres, peut-être même du travail, parce que forcément on a une image. On sait que parfois nos employeurs peuvent aller regarder nos réseaux sociaux. Et je vous rassure, normalement, ils n'ont pas le droit de faire des actions contre vous par rapport à ça, si ça ne n'engage pas. Voilà, normalement, mais il y a toujours des formes d'abus. C'est pour ça qu'on a les prud'hommes, et heureusement. Mais c'est vrai que ça peut vraiment avoir des effets néfastes. Puis, on ne sait pas ce que la personne peut ressentir. Il y en a certains qui vont dire, ok, d'accord, bon, voilà, une petite crise. Mais d'autres qui peuvent, par exemple, aller dans des cas plus extrêmes. Je veux dire, par exemple, dans le suicide, ça peut arriver. On ne sait pas si la personne avait déjà des antécédents et que là, d'un coup, ça lui fait, hop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça peut arriver. Et c'est vrai que c'est compliqué. Oui, enfin, entre l'IA qui peut se retourner parfois un peu contre nous. Alors, pas d'elle-même, hein, bien sûr, mais qui peut être utilisée à de mauvaises fins. Pareil pour les réseaux. Enfin, globalement, c'est pas les réseaux qui sont mauvais, c'est ce qu'on en fait. Pour la petite phrase philosophique du jour. Oui. Mais... Tu sais qui d'autre utilise cette phrase? Les lobbies des armes à feu aux États-Unis. Oui. Voilà. Ce n'est pas le produit qui. Alors oui, c'est pas le produit qui tue, c'est la personne. C'est ça. Certes. Voilà. Mais je pense que pour le coup, Oui. c'est plus simple d'interdire des armes à feu que Twitter. Mais, Oui. mais, Ça dépend d'où. mais Clairement. honnêtement, je pense que c'est quand même un gros problème d'utilisateur. Et j'ai vu notamment que TikTok commençait à mettre une restriction d'1 heure par jour sur les mineurs. Ah ouais? Alors que oui, comment ce sera mis en place, je ne sais pas. Mhm. Est-ce que ce sera respecté en doute fort? Je ne sais pas. Mais ça montre au moins une tentative de coup de com'. Oui, de quelque chose en tout Oui, cas. à défaut d'une réelle tentative de limitation, au moins dire, bon, peut-être pas l'idée, quoi. Oui, mais tu vois, je l'avais noté un peu. Mm. Forcément, il y a quelques points négatifs qu'on n'a pas forcément évoqués, mais on a dit beaucoup de choses. Mais c'est vrai que les nouvelles technologies, au final, dans notre quotidien, ça a un impact sur notre santé physique. Bah, la fatigue oculaire, les lumières bleues, troubles du sommeil. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions hein, aujourd'hui. Je vous rassure, hein, il n'y a pas de souci. C'est pas, vous avez perdu votre vue, mais c'est pas grave. Vous ne pas forcément des lunettes, tu vois. Genre, au moment, je n'ai pas de lunettes et Dieu merci. Mais c'est vrai qu'il y a une fatigue oculaire. Je crois que les médecins recommandent, vous faites 20 minutes d'écran, 20 minutes de pause pour vos yeux, où vous regardez à 6 mètres dans le vide. Et ils nous disent, mettez des petits reminders en mode pour faire ça. Et moi, je ne le vois pas au quotidien, toutes les 20 minutes, me dire, hop, Fixé. voilà. Là, j'imagine mes collègues me regarder en mode, mais qu'est-ce que tu fais, Hugo? Ah, je fais ma pause pour reposer mes yeux. Finalement, à 6 mètres, il y a aussi la télé. Oui, peut-être, hein, ça dépend ce que tu regardes. Mais oui, mais c'est vrai qu'à côté, même pour tu vois, l'audition, on a tout le temps un casque, les AirPods. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un peu un des effets néfastes de la technologie. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu notre époque, malheureusement. Il y a des solutions, mais j'ai envie de dire, notre corps, il va changer. Je pense que aussi, on va s'habituer, on le voit bien. Enfin, le petit doigt. Tout le monde porte son téléphone avec son petit doigt. On a bien vu que tout le monde a une petite crevasse après, en dessous, parce qu'à force de porter, notre corps a changé. À voir comment on sera dans le futur, hein. Je sais pas si ce sera positif, hein. Mais bon, il y a quand même quelques petits risques. Oui, il y a quand même des petits risques, peut-être certains plus gros, mais il faut quand même faire attention à certains détracteurs qui disent vous allez mourir. Oui, ah, s'il vous plaît. Ça c'est Ah oui. assez agaçant. Et je me souviens par exemple d'une fake news qui avait énormément tourné, c'était 2-3 ans, c'était avant le Covid, je crois. Mais c'était que à force d'avoir la tête baissée, on avait une pointe osseuse qui se développait là, à l'arrière du crâne. Ah, Je me souviens, c'était vraiment une fake news sans aucun fondement, mais oui, c'était juste pour inquiéter les gens. une Et petite pointe osseuse. c'est ça. Je sais qu'il y a la bosse qui peut arriver, parce que ça, c'est Après, c'est les classique. problèmes de dos Voilà. de tout le monde. Oui, Finalement. mais au final, ils sont un peu accentués. Parce que tu sais, au Oui. travail, on est tout le temps comme ça. Ouais. Et il y a des gens qui ont la position de la crevette, c'est vraiment la position de la crevette. Arrondi, courbé, comme ça. Et ça, en fait, c'est des troubles musculo-squelettiques. Et normalement, vos employeurs au travail
peuvent aménager vos sièges, vos tapis de souris et vous donner des moyens pour éviter d'avoir tous ces problèmes. Même avoir des kinés, voilà, voilà, je peux dire le terme concret, mais des kinés au travail, ça peut être très utile. Mm. Bah, c'est sûr, enfin, le kiné, ça peut aussi être une solution. Puis je pense, enfin, avoir cette douleur constante dans le dos, par exemple, on a toujours un petit inconfort dans le dos si jamais Oui. on adopte la position de la crevette. Quand on se redresse, on a toujours ce petit inconfort. Même ça, enfin, ça peut peser tous les jours. Enfin, c'est pas une douleur importante, c'est pas une maladie chronique, c'est pas quelque chose de grave. Mm. Ça agace. Alors, en fait, tu vas y penser constamment. Tu es là, tu fais déjà un travail qui est peut-être un peu pénible, hein. Mm. Il y a des tâches au travail qui ne sont pas toutes joie tout le temps. Et en plus de ça, tu dois penser constamment à la bosse que tu as dans ton dos, les mal aux yeux, tu vois. Et tu es obligé de faire avec. Donc ça arrive. Mais c'est vrai que ça peut nous impacter. Et là, comme on a dit, normalement, les entreprises aujourd'hui font tellement d'avancées. Aujourd'hui, on considère beaucoup plus l'être humain au travail qu'à l'époque. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des centres de soins, des accès, des salles de repos, de massage. Aujourd'hui, je vois même des gens qui mettent des balançoires, des poufs dans leur open space. Et on en rigole, mais tu vois, genre, on dit c'est pour la nouvelle génération Z. Mais c'est aussi très utile pour les autres générations, les millénials, même avant. Et ils sont très heureux de le savoir. Mm. Honnêtement, ça leur change la vie. Et Oui, aujourd'hui, je trouve que c'est une très belle avancée. De 3 points encore à faire, mais on est sur la bonne voie. oui, c'est ça. Enfin, on aime bien toujours dire la nouvelle génération, c'est la plus flemmarde, c'est celle qui fait Mmh, rien, ils vont tous mourir jeunes, oui, etc. Mais au final, enfin, chaque génération a ses tares. Nous, on a nos balançoires, mais on a nos téléphones. Eux, ils avaient pas leur balançoire, après, ils avaient pas non plus. oui, voilà. C'est parfois un mal pour un bien, mais c'est quand même important, déjà pour le physique, mais aussi pour le mental, Mmh, d'avoir toutes ces échappatoires, ne serait-ce que savoir qu'il y a un kiné à disposition. mmh, Que les kinés, en général, c'est compliqué à trouver en ville. oui, Ça avoir des fait du bien, rendez-vous. quoi. Ça empêche d'avoir un peu d'anxiété. Mmh. Tu vois, il y a des entreprises qui mettent des salles de sport à Mm. disposition de leurs salariés. Et je sais que c'est très demandé. Aujourd'hui, beaucoup de nouvelles générations demandent à leurs employeurs s'ils ont des salles de sport. J'ai demandé à mon employeur s'il en avait. La réponse était non, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est très juste avoir une bonne posture, Mm. travailler ses muscles, parce qu'au travail, on va moins les utiliser, donc il faut s'amorphiser, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, ils vont s'atrophier, voilà, merci beaucoup. Et, Merci à la régie. et en fait, il faut les travailler constamment, parce que si on n'a pas de muscles, même les yeux, vous savez qu'on a des muscles aux yeux, et beaucoup de maux de tête des personnes de la trentaine, quarantaine sont dus à un manque de muscles au niveau des yeux. Bon, il y a des exercices, mais ça, on en parlera une Oui, autre fois. c'est encore une autre spécialité médicale Oui, dans laquelle se jeter. Euh, alors, globalement, il y a beaucoup d'aides au niveau des entreprises. Enfin, beaucoup, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas de plus en plus. Euh, mais il y a aussi de l'État, globalement, qui essaie de faire aussi des lignes d'aide aux personnes, que ce soit des numéros, des réseaux même. oui, des lignes d'écoute. Mm. Tu me fais penser. À Schema, par exemple, on a 2 lignes d'écoute principales. On a Nightline, qui est en partenariat directement avec OpenMind. Donc, c'est une ligne d'écoute et aussi des centres de référence pour si vous avez besoin de chercher, par exemple, des psychologues, des psychothérapeutes, et pour pouvoir parler au quotidien de certains problèmes. Et c'est une association qui est reconnue nationalement, qui est basée dans plein d'autres endroits, et c'est une ligne d'écoute bénévole. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas sur forcément des psychologues, mais juste sur des personnes avec qui discuter. Si vous voulez, par exemple, à minuit, vous avez quelques idées pas forcément positives, vous voulez appeler, vous pouvez toujours bavarder avec quelqu'un, pas de souci. À Schema aussi, il y a aussi Schema Care, qui est une autre ligne d'écoute qui travaille directement avec OpenMind, et c'est à peu près le même principe, sauf que c'est Schema qui s'en occupe et qui met en place un psychologue. Alors en France, on en a d'autres. J'ai une petite liste où j'en ai noté. On a SOS Amitié, SOS Suicide Phoenix ou même Suicide Écoute. Beaucoup de suicides, pardon. Mais c'est vrai que l'État met en place des choses. On a plein d'associations qui sont là pour la santé mentale. Et aujourd'hui, on en parle. Et ça, c'est bien. Je trouve que c'est quand même important d'en parler, et là encore, ça montre que finalement, les technologies ont quand même des points positifs. Mm. Sans téléphone, on ne pourrait pas appeler ces numéros-là. C'est ça. Sans recherche Google, on ne connaîtrait pas ces numéros-là si on en avait besoin. Mhm. Et enfin, par exemple, aussi, on peut facilement, en 2 clics, rechercher le CMP, le centre médico-psychologique de sa ville, Le plus proche. ou qui est d'ailleurs pour gratuit. Mm. C'est aussi, je trouve, une des bonnes choses des réseaux, c'est qu'au-delà
de faire des relations, de faire, alors, bonnes ou mauvaises, bien sûr, mais au-delà de tout ce qu'on parle, des sujets classiques des réseaux, ça nous donne aussi accès à une mine d'informations Oui, assez c'est folle. un soutien pour beaucoup de personnes. On le disait, hein, grâce aux nouvelles technologies, les lignes d'écoute fonctionnent plus rapidement et on arrive à diminuer le taux de suicide en France. Il est encore à peu près à, je crois, 13 personnes, 13 suicides pour 100 000 personnes encore. Ça reste un taux important. Bien sûr, il y a toujours une augmentation au niveau de l'hiver, la période où il y a moins de soleil, moins de vitamines, un peu plus d'isolement avec le froid. Mais on est en train de diminuer en France et c'est quand même très bon signe. Oui, et puis j'ai quand même l'impression qu'on fait des avancées vis-à-vis de ça. Alors, comme d'habitude, en général, c'est des avancées, donc les pas sont très petits. On n'est pas non plus au niveau de la Norvège ou la Finlande Mm. qui font des cours d'empathie. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une volonté au moment de l'État et des entreprises de mettre l'accent dessus et de bien montrer que enfin, parfois c'est normal de ne pas se sentir bien. Ouais. Que parfois c'est normal d'avoir besoin de parler et qu'à défaut de pouvoir parler à un ami ou à un parent, on peut au moins appeler ce numéro où c'est le boulot des personnes, même si elles sont bénévoles, c'est quand même leur boulot. Mhm. Et d'ailleurs, il y a des entreprises qui sont là que pour ça, d'ailleurs, qui font des applications exprès pour aider les personnes. On a une question dans le chat. Ah, c'est dans le chat. Alors, comment convaincre quelqu'un qui ne croit pas au bien apporté par un psy ou un professionnel de la santé mentale que ça peut l'aider? La question vient de KitKat. D'accord. Ah, Alors, en soi, on ne peut pas forcer une personne. Non. Si, dans tout, comment dire, une personne, elle va avoir une pensée, une croyance, et si vous lui dites, bah non, ça ne fonctionne pas comme ça, la personne va se braquer. Littéralement, elle va se fermer, se braquer, et vous ne pourrez plus jamais la faire changer d'avis et d'idée. Le but, c'est juste de lui dire, bah voilà, en fait, ça aide certaines personnes. Toi, tu penses que ce n'est pas forcément utile, mais pour d'autres, ça a été une véritable révélation. Ça a pu les aider. Bon, tu peux prendre quelques témoignages, mais en tout cas, le but, c'est juste de lui dire, voilà, si un jour tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Mm. La faire changer d'avis, comme je l'ai dit, c'est compliqué. On parle d'être humain, donc forcément, il y a un passé, ouais. un environnement, une éducation. Mais en tout cas, le mieux, c'est de lui dire, voilà, toi, peut-être, tu n'y crois pas, mais si une autre personne a besoin d'aide, n'hésite pas à l'aider. Forcément, elle va penser que ça peut l'aider. N'hésite pas à l'aider, elle, plutôt que toi, imposer ta vision des choses. Mm. Il faut savoir respecter aussi les autres. Donc à ce niveau-là, je ne sais pas si ça répond exactement à Oui. la question Si, KitKat, mais si, voilà. si ça correspond, enfin, s'il n'y croit pas uniquement pour lui, bah, dans ce cas-là, je ne vois pas vraiment ce qu'on Ouais, pourrait faire pour changer. c'est ça. Enfin, à part lui parler et essayer de Et lui dire, dire, n'influence pas les voilà, autres. au moins qu'il n'influence pas les autres, que cette Mhm. personne n'influence pas les autres. Et à la rigueur, pourquoi pas au moins lui proposer une séance, peut-être en CMP, De découverte, de oui, découverte. clairement. Si c'est par exemple aussi une question de prix qui freine, bah, il y a des CMP qui sont gratuits. Oui, c'est vrai. Donc pourquoi pas faire une séance en mode, bah, si tu veux tester, voir vraiment si ça sert à rien du tout. Voilà. On peut faire une ou deux séances en CMP, quitte à l'accompagner s'il a peur ou quoi. Et la séance en CMP, bon, alors, il y a de l'attente parce que c'est gratuit, mais au moins c'est gratuit. Mhm. Et c'est en général, en plus, c'est proche de chez soi parce que c'est par région. Oui. Donc c'est pas comme si on devait faire une heure de route. Même Mhm. moi qui habite en Essonne, Oui, il y en a il y un en pas a loin de chez moi. forcément, oui. Après, ça aussi, pour une personne qui ne croit pas en tout ce qui est psychologie, psychologue, autant lui dire si tu as besoin de parler, autant que tu te tournes vers peut-être des amis, Oui. des gens proches. Ça reste les mêmes bénéfices à peu près, mais c'est juste que tu n'as pas un professionnel C'est qui est ça. prêt à payer potentiellement quelque chose. On va dire que de toute façon, le psy, il y a de très bons psys comme de très mauvais. Ouais, comme Il y partout, a de oui. très bons amis avec de très bons conseils comme de très mauvais conseils. Ah oui, Donc dans tous les cas, choisis, c'est bien. voilà, choisissez bien, il faut toujours faire des tests. Et après, pour faire changer d'avis quelqu'un, c'est jamais une partie de Non, plaisir, mais c'est compliqué. il y a toujours peut-être quelques solutions. Oui, la Voilà, sensibilisation, c'est ça. clairement. D'autres questions dans le chat? Non, pas pour le moment. Non. Très bien. Avais-tu peut-être une autre. Si j'en étais aux applications, Oui. aux entreprises qui font des applications, est-ce que tu penses justement que ces applications peuvent aider les personnes, ou au contraire, c'est justement, on va dire, aussi un moyen de surfer sur la vague pour ces entreprises de faire de l'argent facilement en achetant de ceux qu'on en besoin? Oui. Alors je vais répondre à la première question, celle des Oui. applications, et je reviendrai après sur l'autre partie. Dans les applications, oui, il y en a plein qui se sont développées au niveau de la méditation,
les bruits sonores. Je sais que pour certaines personnes qui adorent écouter la pluie, l'orage ou qui ont besoin en fait, d'avoir un bruit sonore pour s'endormir, parce qu'ils n'y arrivent plus. En fait, il y a beaucoup d'applications et j'en ai noté quelques-unes que je veux vous partager parce que je trouve à titre personnel très efficace. On a par exemple Headspace qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est la méditation et qui va vous accompagner sur plusieurs techniques. Parce que la méditation, tout le monde se dit ah, c'est difficile, je ne me vois pas rester assis, ne pas penser. En fait, il y a plein de techniques pour faire de la méditation. Et fun fact, vous savez, on nous dit souvent que les personnes qui pratiquent la méditation sont heureuses. En fait, pourquoi? Parce que la méditation, ça vous fait travailler votre cortex cérébral et c'est une des parties qui gère l'hormone du bonheur. Donc en fait, en faisant de la méditation, vous allez créer plus d'hormones du bonheur, donc vous allez être plus heureux au quotidien. Et en fait, c'est pour ça que ça peut être une très bonne pratique juste pour améliorer sa santé mentale et voir le monde d'une autre façon. Après, il y a forcément les classiques petits bambous, ou moi, à titre personnel, j'utilise Néo Voyage intérieur. Donc, elle, c'est un voyage où on va. La première séance, c'est dans l'Amazonie, puis après dans l'Himalaya, et je trouve que ça change de décor. Toujours petite citation, parce qu'on aime les citations, mais il y a plein d'applications très utiles. Alors après, bien sûr, il y a le côté business. Certaines sont gratuites, d'autres à premium, abonnement. À vous de voir ce que vous aimez, si vous voulez mettre de l'argent dedans ou non. Mais en tout cas, pour ceux qui ont par exemple Netflix, je sais que Headspace est gratuit sur Netflix. Si vous avez Netflix, vous pouvez faire vos guides de méditation, découvrir, ou même, je crois qu'ils vous proposent des histoires pour vous endormir si vous avez besoin d'un fond sonore. Donc je pense que c'est une très belle alternative. En tout cas, merci beaucoup. Si on n'a pas d'autres questions dans le chat, je propose qu'on continue sur la suite de l'émission. Il est déjà 13h15. Alors, merci en tout cas Hugo de t'être déplacé ici au studio pour ce magnifique échange, ma foi. Et donc, merci beaucoup. Mais de rien. Et peut-être à bientôt dans l'émission. Oui, j'espère. Oui, j'espère aussi. Au revoir. Et donc, pour la deuxième partie de cette émission, une chronique un peu plus classique. Cette fois, on va bouger un peu plus de la santé mentale et on va partir sur les handicaps physiques et sur les nouvelles technologies au service des handicaps physiques. Alors, les nouvelles technologies, elles ont réellement bouleversé notre manière de vivre. Elles ont notamment apporté de nouvelles opportunités pour améliorer notre qualité de vie à tous. Et pour les personnes handicapées, donc physiques, elles peuvent aussi être bénéfiques en leur donnant la possibilité de s'intégrer et de mieux participer à la société. Cependant, il y a tout de même des défis à surmonter pour que tout le monde puisse en bénéficier de manière équitable. C'est pourquoi étudier le lien entre tes nouvelles technologies et handicap physique est important. Et lors de cette chronique, nous allons donc parler des avantages et des défis liés à l'utilisation de ces nouvelles technologies par les personnes handicapées. Et nous allons aussi discuter des bénéfices qu'elles apportent en tant qu'outil d'assistance et moyen de discussion et de participation sociale, ainsi que des défis en termes d'accessibilité et de formation. Il y a notamment différents types d'outils technologiques qui peuvent aider à améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées, comme les aides à la mobilité, les systèmes de communication et les technologies pour la vie quotidienne, globalement. Ces technologies peuvent aider à surmonter les obstacles sociaux et économiques auxquels les personnes handicapées physiques font souvent face, en leur permettant de mieux participer à la société. Dans la majorité des cas, les nouvelles technologies sont utilisées comme des outils d'assistance. Elles offrent un certain nombre de fonctionnalités qui permettent d'améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées. L'un des exemples les plus évidents est l'aide à la mobilité. On retrouve de plus en plus de fauteuils roulants motorisés, par exemple, et les scientifiques développent des prothèses qui sont toujours plus performantes. Et cela permet notamment un regain d'indépendance et d'autonomie. Les technologies de la communication se sont, elles aussi, adaptées, et les systèmes de reconnaissance vocale, notamment, peuvent aider à accomplir, voire automatiser des tâches quotidiennes qui pourraient paraître compliquées pour des personnes handicapées. Et on a aussi des applications d'entraide qui ont été développées, comme par exemple l'application Be My Eyes, qui met des personnes voyantes et non-voyantes en relation via un appel vidéo pour justement offrir une assistance visuelle aux personnes aveugles. Et toutes ces inventions ont évidemment un impact positif sur la qualité de vie des personnes handicapées, et comme on en parlait aussi parfois de la santé mentale. Elles peuvent notamment être plus autonomes et donc plus indépendantes,
et les tâches quotidiennes ne sont alors plus un frein ou une tâche excessivement pénible pour beaucoup. Et au-delà de ça, mentalement, cela fait aussi du bien de pouvoir se dire que l'on ne doit pas toujours compter sur les autres ou sur sa famille pour vivre. De plus, ces technologies peuvent aussi avoir un effet plus indirect sur les relations sociales des personnes handicapées, quand on doit moins se préoccuper de faire des tâches quotidiennes qui peuvent paraître simples pour la majorité, on peut mieux participer à la société en général. En effet, la majorité des infrastructures, même les bâtiments administratifs, sont assez peu, voire pas accessibles. On se contente en général d'installer une rampe pour les fauteuils roulants, en général qui n'est pas forcément très bien placée quand elle est là. Et même si c'est un début de solution, ce n'est pas vraiment une très bonne solution, étant donné que, certes, ça donne l'accès à des personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant, mais ça ne prend pas forcément en compte des personnes avec un handicap invisible, par exemple, qui ne peuvent pas rester debout longtemps ou qui ne peuvent pas rester faire la queue longtemps. Et au-delà de l'aide à la mobilité, les nouvelles technologies peuvent aussi être des outils de communication très importants pour les personnes handicapées. Les systèmes de reconnaissance vocale, par exemple, peuvent aider les personnes ayant des difficultés à écrire sur un clavier, par exemple. Pour des personnes avec une paralysie ou une déficience visuelle, taper un texte sur un ordinateur ou même un téléphone peut être un véritable défi, d'où l'importance d'avoir une technologie qui puisse retranscrire leurs paroles sur un écran. Et si c'est important de passer de la voix à l'écrit, l'inverse l'est tout autant. En effet, les systèmes de text-to-speech peuvent aider les personnes ayant des difficultés à lire, à comprendre du texte en faisant à lire à voix haute par leur ordinateur. Et la démocratisation des technologies de télécommunication pendant la pandémie peuvent aussi s'avérer utiles pour tous ceux qui ont un handicap moteur. La vidéoconférence, par exemple, peut aider à communiquer sans avoir à se déplacer. Et on le sait, à Paris surtout, les transports en commun et les bâtiments sont rarement accessibles à ceux qui ne peuvent pas marcher ou rester debout longtemps et s'épuisent rapidement. Et si on veut faire des déplacements uniquement via des stations de métro qui sont accessibles, si c'est déjà possible, le trajet peut être facilement rallongé de plus d'1 heure. Faire un Teams devient alors un gain de temps et d'énergie considérable pour ces personnes. Et les nouvelles technologies peuvent aussi être des outils importants pour l'accès à l'éducation et aux loisirs pour les personnes handicapées. Le système de l'éducation nationale est loin d'être adapté à tous les handicaps, qu'ils soient physiques ou mentaux, mais on retrouve de plus en plus de ressources éducatives en ligne, notamment avec des manuels électroniques ou des cours en visio. Pour les étudiants dans le supérieur, on retrouve aussi des bibliothèques universitaires virtuelles qui offrent un accès plus facile aux livres et aux documents nécessaires à la recherche. Mais, nous sommes bien d'accord, cela ne devrait être qu'une solution temporaire. Les personnes handicapées méritent un accès à l'éducation identique que celui des personnes valides. Et avec le manque de personnel et d'infrastructures, c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Il ne faut pas considérer une nouvelle technologie comme une solution miracle pour pouvant replacer justement une interaction humaine. Et au-delà de l'éducation, il y a aussi de plus en plus d'avancées qui ont été faites pour permettre aux personnes avec une déficience visuelle, par exemple, d'accéder aux jeux vidéo. Un des modèles les plus aboutis d'accessibilité est celui de The Last of Us 2. On parle beaucoup de la franchise ces derniers temps avec la sortie de la série, mais force est de constater que ce n'est pas la première fois qu'elle fait parler d'elle. En 2020, lorsque le deuxième volume est sorti, on a vu justement une élévation importante des standards en matière d'accessibilité pour les jeux AAA. Et The Last of Us 2 proposait plus d'une soixantaine d'options pour les personnes handicapées. Pour les handicaps moteurs, par exemple, on trouve une solution qui permet de ne pas avoir appuyé frénétiquement sur des boutons pendant un combat, une action qui par exemple peut être impossible pour certaines personnes ayant des problèmes dans les mains. Pour les handicaps visuels, les ennemis, eux, peuvent être mis en surbrillance, et pour les distinguer, et justement, il peut aussi avoir un système de guidage et de synthèse vocale. Et on a d'ailleurs des cas de personnes aveugles, complètement aveugles, qui ont pu terminer The Last of Us 2, le faire de A à Z, sans avoir à demander de l'aide à un ami, mais juste avec ce que The Last of Us 2 proposait. Et malgré toutes ces possibilités d'aide, les nouvelles technologies ne sont pas forcément une solution miracle, et certaines personnes rencontrent tout de même de nombreux défis lorsqu'il s'agit de l'utilisation de ces dernières. Déjà, toutes les technologies d'assistance ne sont pas automatiquement remboursées par la sécurité sociale, et elles s'avèrent alors être très coûteuses et inaccessibles pour les personnes handicapées. En plus de tous les frais qu'engendre déjà un handicap, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter la technologie de dernier cri, qui coûte d'ailleurs souvent plusieurs milliers d'euros. Et de plus, il n'existe évidemment pas une seule forme de handicap. Ils sont tous différents et entraînent chacun leur propre challenge.
Chaque personne avec un handicap est différente, et malgré la bonne volonté des scientifiques, toute technologie est vouée à ne pas être compatible avec certaines formes de handicap. Il n'y a pas de solution universelle, il n'y en aura d'ailleurs probablement jamais, c'est impossible, et on doit malheureusement se contenter de compromis. Et certaines barrières à la formation n'arrangent pas les choses non plus. Quand on doit déjà consacrer une majeure partie de son temps à son handicap et aux papiers administratifs qui vont avec, il est difficile d'en consacrer encore plus à apprendre à utiliser une toute nouvelle technologie. Il existe tout de même quelques solutions, mais aucune n'est vraiment parfaite. Pour répondre aux problèmes de coût, un financement public par exemple pourrait être envisagé pour rendre ces technologies plus abordables. Et même si la situation est loin d'être idéale, avec les crises et la répétition qui n'aident pas non plus, je reste optimiste quant à notre capacité d'innover, que ce soit dans le milieu médical ou même dans la création d'applications d'entraide. En tout cas, je vous remercie justement d'avoir suivi cette chronique. Encore un grand merci au président d'OpenMind, Hugo, d'avoir été présent, et un grand merci à Isaiah dans la régie pour s'être assuré que l'émission se déroule bien. Et j'espère vous retrouver dans 2 semaines, toujours dans le chat, pour notre émission sur l'intelligence artificielle.